Le Québec est un acteur important en ce qui a trait à l'environnement. Depuis 2006, nous avons entre autres créé un fonds vert pour la lutte contre les changements climatiques. Nous nous sommes dotés d'un mécanisme de tarification du carbone et nous avons adopté une loi qui vise à réduire les gaz à effet de serre. Toutefois, les changements climatiques sont immenses. Il faut donc continuer de mettre l'environnement comme un enjeu prioritaire. Aujourd'hui, on s'informe sur la problématique de l'heure, la survie de la planète. Je vous présente mes invités aujourd'hui, Audrey Véronneau du collectif La Planète s'invite au Parlement et Léa Hilardeau qui est du collectif La Planète s'invite à l'université. Pour nos auditeurs, quelle est la différence entre les deux? Oui, La Planète s'invite au Parlement est née en septembre avec les débats politiques. On voulait mettre au cœur des débats la question de l'environnement. Et puis après, de fil en aiguille, on est devenu un groupe assez important. Puis on a fait, entre autres, la manifestation le 10 novembre où on réunissait 50 000 personnes dans les rues de Montréal pour demander au gouvernement qui passe à l'action dans l'immédiat. Par la suite, il y a eu... Donc en fait, La Planète s'invite au Parlement, c'est vraiment un groupe de citoyens et citoyennes venus de partout. Et d'ailleurs, au sein de La Planète s'invite à l'université, on retrouve des jeunes, des étudiants qui sont aussi au sein de La Planète s'invite au Parlement. C'est juste que nous, on s'est créé il y a à peine un mois en réaction au mouvement mondial de jeunes qui se mobilisent pour interpeller leur gouvernement. Et donc La Planète s'invite à l'université, voilà, ça regroupe que des étudiantes et étudiants. Mais on est, comme on dit, cousins. C'est juste qu'on a voulu vraiment appuyer la place des jeunes et des étudiants au sein du mouvement citoyen. Voilà. D'ailleurs, le 15 mars dernier, il y a eu un beau rassemblement pour une marche de mobilisation sur l'environnement. Parle-nous un peu de cette journée. Exactement. Et justement, cette manifestation-là, c'est nous qui l'avons organisée, La Planète s'invite à l'université. Ça s'est passé partout au Québec. Il y a eu au moins une quinzaine de marches et celle de Montréal était vraiment impressionnante. Vraiment. En fait, c'était un appel mondial de grève étudiante pour le climat. Et donc ça s'est passé dans plus de 130 pays. Il y a eu, je pense, plus de 1300 manifestations à travers le monde. Et celle de Montréal était la plus grosse au monde. On a réuni 150 000 personnes à Montréal. Donc il y avait forcément une grosse majorité de jeunes, mais on avait invité toute la population à venir. Et donc voilà, c'est ça. On avait décidé qu'en se créant, on était là pour répondre à l'appel mondial du 15 mars de grève pour le climat. Et il y avait même aussi beaucoup de jeunes du secondaire. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné, de voir les jeunes autant s'impliquer. C'est très beau à voir. Il y a un collectif, donc plus au secondaire, qui s'est créé, qui s'appelle Pour le futur. Donc ça, c'est vraiment le lien avec le mouvement mondial Friday for Future, où les jeunes du secondaire sèchent l'école à chaque vendredi pour aller manifester et marcher pour interpeller les gouvernements. Et donc, en fait, avant la manifestation du 15 mars, à Montréal, il y a les jeunes du secondaire qui marchaient déjà depuis un mois à peu près, chaque vendredi. Et donc là, voilà, c'était vraiment un rassemblement global. Et nous, là, on est jeudi, demain, on va marcher encore une fois avec les jeunes du secondaire. Pour que les gens comprennent, la diffusion est un peu après la date de tournage. Donc, là, demain, ça va peut-être déjà passer. Oui, mais ce sera tous les vendredis. Ah bon, mais super. Voilà. C'est pas fini, en fait. Non, pas du tout. Tant que le gouvernement ne bougera pas, tant qu'il n'y aura pas des lois pour l'environnement, pour le climat, ben on va être dans la rue, autant les syndiqués, les non-syndiqués, le milieu communautaire, les étudiants, les scientifiques, on va marcher pour le climat. Les filles, pouvez-vous nous décrire un peu les conditions climatiques actuelles sur la planète? Ben oui. Je peux te laisser, Ouais, donc elles sont très inquiétantes. En fait, pour se référer, on utilise les données du GIEC. Donc le GIEC, en fait, on utilise la science tout simplement pour les définir. Le GIEC, j'aimerais un peu démystifier ce que c'est parce que souvent on martèle le GIEC un peu comme une religion, mais non, tout simplement le GIEC, c'est un consortium d'experts internationaux, des experts qui viennent de partout du monde et qui produisent des données scientifiques sur l'évolution du climat. Le GIEC, il a été créé en 1988 et depuis cette date... Longtemps. Ouais, c'est ça. C'est que ça fait longtemps qu'on nous interpelle et qu'on nous dit attention, les experts... On reste sourd un peu. C'est ça, exact. En fait, le problème aujourd'hui, il est politique, il n'est pas scientifique. Et donc le GIEC, dès le début, il nous a dit que
À peu près, le globe s'est déjà réchauffé d'1 degré depuis l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire depuis les années 1850. Et la cause, c'est l'humain. Donc toutes ces raisons-là sont d'origine anthropique. Et donc voilà, cette affirmation-là, aujourd'hui, c'est devenu un consensus. Les études se sont affinées au fur et à mesure des années, et ça, c'est un acquis. Le globe est déjà réchauffé de 1 degré. Et donc le GIEC, là, on en a beaucoup parlé en fin 2018, parce qu'il a été missionné pour produire un résumé de 2 scénarios, le monde réchauffé de 1,5 degré et le monde réchauffé de 2 degrés. Et là, il y a eu des chiffres. Pour voir les conséquences. Exact. Des scénarios, c'est une projection vers le futur. Et là, c'est là où justement nos revendications se rejoignent de mettre en place un plan pour que le réchauffement global ne soit pas au-delà de 1,5 degré Celsius, parce que les conséquences seraient catastrophiques. On est déjà à 1 degré, il reste 0,5 degré. Et par exemple, si on continue comme ça, en 2100, l'élévation du niveau de la mer pourrait être d'environ 2 mètres, etc., etc. On a des données qui sont très inquiétantes. Et c'est tout de suite, c'est très proche. Pour donner des chiffres plus exacts, en ce moment, on a 1 degré de réchauffement de la planète. Qu'est-ce qu'on constate? Des inondations, les inondations en 2017, des canicules mortelles qui fait 90 morts à l'été dernier, des gels, des hivers comme cet hiver qu'on ne comprend pas à quel point il y a des gels, des dégels et que ça cause de la glace sur les trottoirs. Les rues, c'était effrayant cet hiver. Exactement. Beaucoup de plaintes auprès des villes, mais les villes font vraiment leur gros possible. C'est vraiment la déréglementation... déréglementation du climat, c'est ça qu'on dit. En tout cas, qui fait qu'il y a autant de gel, dégel. À 2 degrés Celsius de réchauffement climatique, on a une perte complète des coraux dans l'eau. Donc, 99,9% des coraux sont disparus dans les océans. On a aussi un risque très élevé de la fonte du pergélisol. Juste mentionner, le pergélisol, une fois qu'il est disparu, ben, on a une grande quantité de méthane qui est envoyé dans les airs. Donc, un gros morceau de pollution, si tu veux. Puis, ça fait en sorte que le climat va se réchauffer de lui-même. Il va s'entretenir de lui-même et c'est irréversible à partir de ce moment-là. Donc, ça, c'est à 2 degrés Celsius. C'est pour ça qu'on veut éviter ce 2 degrés Celsius-là. Sinon, si on continue comme on le fait maintenant, entre 2050 et 2100, on va atteindre le 3 degrés Celsius. 3 degrés Celsius, on parle de la perte de lieux habitables. On parle d'une partie de l'Afrique, d'une partie de l'Asie, une partie de l'Amérique du Sud qui va être inhabitable, des centaines de millions de réfugiés climatiques, de l'instabilité politique, donc un peu le chaos. Puis à 4 degrés Celsius, on parle de la disparition de 75% de la population mondiale. On est 7,5 milliards actuellement. La Terre ne pourra plus répondre aux besoins à plus de 1 à 2 milliards d'habitants. Et ça va se produire entre 2050 et 2100. Donc, je comprends parfaitement les jeunes qui se mobilisent en ce moment pour dire au gouvernement, faites quelque chose, on veut que vous agissiez maintenant. C'est tout leur avenir, tout leur futur qui est en cause. Ça peut sembler fantastique quand on entend ça, de se dire qu'un jour, la planète Terre pourrait plus faire vivre les gens, mais c'est réel. Oui. C'est très réel. On parle vraiment de pénurie alimentaire, d'incendies forestiers dévastateurs. On parle de catastrophes. Et ça, c'est nos enfants. C'est nos enfants qui vont vivre ça. Puis c'est pour ça qu'on est ici. On se mobilise justement pour ça. Oui. Et moi, en fait, ce qui m'a poussée à me mobiliser et ce qui me fait très peur, c'est qu'en fait, pour moi, c'est déjà tangible. C'est que tous les jours aux informations, on a des informations sur justement ces inondations, ces feux de forêt qui dévastent le monde. On a des faits, là. C'est ça. Et donc, là, on parle de scénarios dans le futur, mais en fait, le futur, c'est là, dès maintenant, 0,5 degrés. On y est, en fait, on y est déjà.
Et c'est ça que les gens, je pense, ont du mal à prendre conscience. Enfin voilà, souvent on allume sa télévision, on voit le journal, il y a tout le temps des infos négatives. Et pourtant, en fait, moi, c'est ça, c'est d'avoir tellement conscience de ce qui va se passer dans quelques années c'est vraiment une source d'angoisse quotidienne. Et donc, c'est ça, c'est qu'on s'appuie sur la science, mais c'est du concret. C'est le GIEC, enfin voilà, c'est ça, ça peut paraître au-dessus, abstrait, c'est ça, mais c'est pour autant très, très concret. Et donc, quand on étudie ça, quand on s'y intéresse un tout petit peu, c'est difficile quand même, voilà. Ouais. Audrey, avec votre collectif, quelles sont les recommandations que vous demandez au gouvernement pour lutter contre les changements climatiques? Oui, on a 3 revendications. La première, c'est sensibiliser la population québécoise pour qu'ils comprennent vraiment c'est quoi la gravité du réchauffement climatique. La deuxième, c'est d'avoir un plan climatique pour respecter les cibles du GIEC. La troisième, c'est d'interdire tout nouveau projet d'exploration et d'exploitation des énergies fossiles, de l'hydrocarbure, pardon, puis de désinvestir au niveau des énergies fossiles. Chaque pays, selon leur mode de vie, a une empreinte écologique. Les filles, pouvez-vous nous expliquer le concept d'empreinte écologique? Oui, alors en fait, l'empreinte écologique, c'est un outil développé par le Global Footprint Network. OK. Et en fait, c'est un outil qui nous dit ce que l'humain exerce comme pression sur la nature. Donc en fait, on utilise les données, les terres productives et donc voilà, utilisées par l'humain pour répondre à ses besoins en consommation et pour absorber aussi tous les déchets que l'humain produit. Donc soit on fait référence à un humain ou à une population en son entier, mais voilà, c'est ça, c'est le rapport entre la consommation d'un humain, d'une population et la nature utilisée pour répondre à ces besoins-là. Audrey? Gros, oui, non, vas-y. Je peux te résumer ça. En gros, comment tu vis, tes habitudes de vie font en sorte que tu consommes combien de planètes, si tu veux, si on veut calculer assez facilement. Donc, tu regardes c'est quoi ta consommation de tous les jours de vêtements, de viande, c'est quoi ton utilisation de l'auto, de l'avion, ta maison, elle est comment, tous ces éléments-là, pardon, fait en sorte que ça donne un nombre de planètes que tu consommes d'un certain sens. Donc, quand tu fais sur Internet le footprint... Il y a des questionnaires, en fait. OK. Exactement. Tu peux savoir si tout le monde consommait comme moi, on aurait besoin de combien de planètes. Donc, tu peux découvrir ton empreinte écologique. Exactement. Savez-vous l'empreinte écologique du Canada? Oui. Oui, c'est 3 planètes. 3 planètes. Oui, en moyenne. En fait, il faut faire une comparaison parce que souvent on me dit oui, le Canada est très bon en fait, mais quand on prend le pays en son entier, c'est vrai qu'il est bon parce que on a une petite population sur un immense territoire. Donc les terres utilisées pour cette population-là, elles sont pas tant importantes. Et en fait, c'est quand on regarde par rapport à un seul Canadien ou une seule Canadienne qui consomme énormément en fait par rapport aux terres qui lui sont offertes. Et donc le Canada, là, fait partie des pires au monde, un peu comme les Américains en fait, parce que y a une énorme utilisation d'eau, du gaspillage au niveau alimentaire, etc., qui font que ces données-là augmentent. Je peux me tromper, mais est-ce que les pays plus développés vont avoir une moins bonne empreinte écologique? Bien sûr. Exactement. Les pays riches consomment beaucoup. Puis ça fait aussi que notre empreinte en prend un coup, on peut dire. Ouais. Au niveau de l'utilisation des transports aussi, tout ça. Oui. Quelles sont les actions concrètes? C'est la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les changements climatiques? Bien, en fait, les changements climatiques, c'est directement lié aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a 2 gaz qui sont très importants, le CO2. Et donc là, c'est notre utilisation de la voiture au quotidien. Et donc, nous, premier conseil, c'est de limiter ces déplacements en voiture. Donc, utiliser les transports en commun, moins prendre l'avion. Et
Autre outil qui peut être assez simple, c'est réduire sa consommation de viande parce que la viande génère du méthane qui est un autre gaz à effet de serre. Donc voilà, un régime végétarien, réduire son utilisation de transport individuel. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de voir est-ce qu'on peut travailler de la maison, le télétravail, est-ce qu'on peut changer de travail ou regarder des emplois près de la maison pour réduire justement nos déplacements. Puis le fait de travailler à la maison, ça, c'est un changement qu'il faudrait que les entreprises permettent à leurs employés. Parce que je suis pas mal sûre que la plupart des employés aimeraient ça, travailler à la maison. Exactement. Fait que de là, il faut mettre de la pression aussi face à notre employeur. Il faut aller cogner à leur porte pour dire, OK, moi, je suis un employé qui veut travailler de la maison. Il y a plusieurs employés ici aussi. C'est vraiment de s'impliquer dans différentes causes. Ça peut être le télétravail, ça peut être autre chose aussi. Aujourd'hui, avec la technologie, c'est beaucoup plus possible. Exactement. Mais il faut vraiment le demander, il faut pousser les choses parce que les employeurs ou les gouvernements, ils vont continuer à faire ce qu'ils font depuis toujours. Le ça changement... doit venir de la population, le changement doit être demandé. Puis aussi, tout simplement, consommer moins d'eau au quotidien, à la maison. Moins gaspiller, essayer de s'organiser de façon à ce qu'on jette moins de nourriture parce que ça aussi, il y a des articles récents qui sont sortis comme quoi le gaspillage, il est très important au Canada, au Québec. Donc voilà, ça peut être des petits outils au quotidien qui font que, par exemple, ça peut être un outil d'acheter en vrac parce qu'on achète la quantité qu'on veut et puis on jette moins. Enfin voilà, il y a plein de petites clés comme ça aujourd'hui qui sont de plus en plus accessibles. De tout simplement moins consommer. C'est ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin... Surconsommation. Exactement. Fait que est-ce qu'on en a vraiment besoin? Le petit gadget qui fait que je pourrais, par exemple, souvent on pense à tiens, ce couteau-là va couper ce fromage-là, etc. C'est des choses, on n'a pas besoin en fait. On se rend compte qu'on peut vivre tout simplement. Et justement, en fait, c'est pas une contrainte. Et en fait, quand on adopte ce mode de vie un peu minimaliste, etc., qu'on essaye, enfin, je veux dire, moi, à partir du moment où je ne fais plus de déchets, je trouve qu'on se sent mieux, on se sent plus léger. Au départ, c'est vrai que ça peut être contraignant, il y a des petites habitudes à avoir, et en fait, après, c'est tout simple. Et donc, voilà, c'est ça. Ça donne plus la place. Ça se libère. Et ça donne plus la place à l'humain. Exact. On a plus de temps pour nos enfants, on a plus de temps à partager avec nos amis. On se concentre sur l'essentiel aussi. C'est économique. Si on parle d'argent, être écolo, c'est de revenir aux bases d'un sens, puis en même temps, effectivement, c'est vraiment économique. D'un point de vue économique aussi, des cadeaux qui sont moins matériels. On va partager, par exemple, on va offrir une expérience, c'est ça. Aujourd'hui, il y a plein, par exemple, au Québec, il y a des ateliers qui sont faits avec des professionnels pour, par exemple, apprendre à faire du tissage, apprendre à faire des pâtisseries, etc. Et puis ça, c'est un moment qu'on va partager avec la personne. C'est pas avoir le dernier iPhone ou des choses comme ça. Faire à manger à la maison, c'est une bonne solution aussi. Au lieu d'acheter du tout fait qui demande justement à ce qu'un livreur se déplace, à de l'emballage, faire son pain à la maison, c'est tellement facile en plus. J'ai l'impression que même ces recommandations-là qu'on veut plus pour l'environnement vont avoir autant d'impact sur la santé mentale, l'humain. La production, l'homme n'est pas né pour vivre dans la production, dans la performance. Il faut revenir à se dire, est-ce que c'est vraiment essentiel? Est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me rend heureux? Réellement? Passer 2 heures dans le trafic, est-ce que c'est vraiment bon pour nous? Je pense à la place de se déplacer en vélo pour aller travailler, puis d'avoir un salaire, oui, moindre, parce qu'on travaille finalement près de chez soi, mais avoir une super qualité de vie, d'être près de ses enfants à la maison, c'est génial. On est juste plus gagnant à se remettre en question. Il faut on est rendu à un moment où il faut s'arrêter puis se dire qu'est-ce que je peux changer pour changer le monde, en fait. Parce que là, on s'en va vraiment dans une voie où que l'être humain est en voie de disparition. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis revenir aux bases. Parle-nous, Léa, du concept du jour du dépassement. Oui, alors le jour du dépassement, c'est une date où, en fait, les humains ont utilisé en une année tout ce que la planète peut offrir comme ressources. OK. Et en fait, cette date-là, ce qui est inquiétant, c'est qu'elle est de plus en plus tôt chaque année. Et cette année, elle sera le 1er août. Donc le 1er août, les humains auront consommé tout ce que la planète peut offrir. Le 1er août prochain? Oui.
Et ensuite, on fonctionnera à crédit, en fait. On exploitera la planète plus ce qu'elle peut nous offrir. Et donc, c'est là qu'on voit que les modes de vie... La surpopulation mondiale, déjà, la population mondiale, elle fait qu'augmenter d'année en année. L'ONU dit qu'en 2050, on va être 10 milliards d'humains sur la planète. Et en plus, les modes de vie individuels font qu'on consomme de plus en plus. Et donc voilà, la planète, un jour, pourra plus supporter tous les humains. Une situation très alarmante. Tout récemment, Radio-Canada a révélé une étude qui démontre que la production de voitures électriques polluerait 2 fois plus que la production de voitures à essence. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Que c'est pas bon, les voitures électriques? C'est vrai, d'un sens, pas que c'est pas bon, mais ce n'est pas la solution. Si on se dit, OK, bien, d'ici 2050, il n'y en aura plus de voitures à essence, ça va être que des voitures électriques, puis on va atteindre notre carboneutre, là, notre carbone zéro, bien, c'est faux. La voiture électrique, oui, c'est polluant à la fabrication. C'est une pollution différente de la voiture électrique. Essence. De la voiture et essence. Mais ici, au Québec, on est quand même chanceux parce qu'on a de l'électricité faite par de l'eau, une énergie renouvelable. Fait qu'après 90 000 kilomètres d'utilisation de la voiture, oui, la voiture électrique devient plus avantageuse au niveau de la pollution que la voiture à essence. Par contre, dans les autres pays que l'électricité est produite par du charbon, c'est pas une solution viable. Donc, la solution de la voiture électrique, c'est pas une solution miracle. C'est une solution parmi un ensemble de solutions. Ce qui est beaucoup mieux, c'est vraiment le transport en commun, le transport actif, qui veut dire à pied, à vélo, le télétravail et tout ça. Léa, c'est quand même assez récent qu'on a eu une prise de conscience sociale sur l'environnement. Selon toi, c'est vraiment à titre personnel, pourquoi penses-tu que ça a pris autant de temps avant que les gens, là, la majorité des gens, commencent à s'inquiéter? Mais oui, c'est ça, c'est que ça fait des années et des années qu'on nous dit l'humain est en train de détruire sa planète. Moi, j'étudie justement les politiques environnementales, etc. En 1864, il y a un monsieur qui s'appelle John Perkin Marsh qui nous disait déjà 1864, l'homme est en train... Et les scientifiques nous le font que répéter depuis des années, des années. Et là, j'ai l'impression que c'est la jeunesse qui se lève et qui, en fait, par son innocence, par le fait qu'on ne puisse pas nous dire « vous êtes des utopistes, on n'y arrivera jamais », etc. Nous, ce qu'on veut juste, c'est un futur. Et donc, voilà, pour nous, il n'y a rien qui est impossible. C'est juste, voilà. Et donc, ça fait, je pense, émerger des petites... Enfin, ça fait allumer des petites lumières dans les cerveaux de tout le monde, de se dire... Il y a beaucoup de personnes, justement, je pense qu'en tant que maman, qui voilà, se dit, mais c'est vrai, j'ai un devoir envers les générations futures. Et c'est ça, c'est l'équité intergénérationnelle. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est devenu un mouvement mondial, mais c'est parce que, en fait, c'est aussi parce que tout simplement, on se rapproche de la limite à ne pas dépasser. Et donc, on a beau nous dire depuis des années, attention, attention, là, à un moment, ça va être trop tard. Et donc, c'est ça. C'est nous, je pense que notre cri d'alarme, c'est la dernière chance. C'est le dernier, justement, appel qu'on peut faire. Et c'est ça. C'est que le réchauffement climatique, c'est un effet qui est mondial. Tout le monde sera touché. Si ça se réchauffe d'1 degré là, ce sera là-bas aussi pareil, voire pire, etc. Et donc, tout le monde est concerné, tout le monde est touché. Il y a des inégalités sur la planète, mais aussi par rapport aux générations. C'est ça, c'est qu'on se rend compte qu'on a un devoir envers les générations futures. Et moi, je pense à ma propre génération, mais je pense aux autres aussi. Et donc... c'est un travail d'équipe. C'est ça, c'est que nous seuls, les jeunes, on ne pourra pas y arriver. Non. Et c'est pour ça qu'on dit c'est nous qui allons porter tout. Mais en fait, c'est pour ça que ça nous... Enfin, on veut absolument que ceux qui font voilà, dans la vie active aujourd'hui prennent aussi cette conscience-là. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une conscience sociale, comme tu dis, mondiale, qui commence à émerger. Les filles, avant que l'émission conclue, j'ai envie qu'on défasse aujourd'hui des mythes sur l'environnement parce qu'il y en a qui perdurent depuis longtemps. Premier mythe, les énergies renouvelables seraient trop chères. Mythe ou réalité?
Mythe, c'est sûr. Oui, mythe. En fait, les énergies renouvelables sont de plus en plus populaires. On voit les éoliennes, les panneaux solaires qui prennent plus de place partout dans le monde. Puis, ça devient, plus on les installe, plus on les utilise, plus le prix devient raisonnable aussi. Donc, un mythe. Prochain mythe, l'utilisation d'un troisième bac, le bac brun pour le compostage, générerait plus d'émissions de GES à cause du transport. Donc, ça viendrait annuler le gain environnemental du compostage. Vrai ou faux, Léa? C'est faux, absolument faux. Ouais, je te voyais shaker de la tête. C'est là, il faut absolument composter. Donc, c'est faux tout simplement parce que souvent, l'installation d'un bac brun, c'est pas automatique que ça génère une collecte supplémentaire. Okay. Par exemple, souvent, les municipalités vont même moins faire de collecte parce que les déchets classiques sont moins nombreux. Donc, ça va en fait ralentir les collectes ou alors les collectes se font en même temps. Et en plus, au niveau des émissions de GES, déjà, les matières organiques, ça représente 1/3 de notre poubelle. C'est énorme souvent. Et le fait que ces déchets-là se retrouvent dans nos poubelles classiques, ils sont enfouis. Et l'enfouissement génère du gaz, ce gaz, le méthane, qui est un gaz à effet de serre abominable. 30 fois plus que le CO2. Atroce, donc voilà, le fait d'enfouir de la matière organique vivante, c'est catastrophique. Et en plus, faire du compost, c'est un cycle de vie qui est magnifique parce qu'il n'y a aucun déchet. En fait, ce qu'on prend à la terre revient à la terre. Ouais. Et donc, c'est une matière qu'on va pouvoir utiliser à la fin. Ce qu'on enfouit déjà, le fait de devoir chercher des terres pour enfouir nos déchets, à un moment, on n'aura plus de place. Où est-ce qu'on enfouit tous nos déchets? Et donc voilà, là, on va produire en plus une nouvelle énergie qui va pouvoir être utilisée par les agriculteurs, par les habitants, tout simplement. On y va pour un dernier mythe. Les vaches pollueraient plus que les voitures. Et ça, on l'a entendu pendant longtemps, ce mythe-là. C'est vrai ou faux? Les vaches vont polluer, mais pas autant que la voiture parce que le parc de voitures est vraiment énorme. Fait que ça pollue énormément. Mais oui, effectivement, l'élevage des bovins pollue énormément parce que c'est un élevage industriel. Donc, on a besoin de beaucoup de terre pour nourrir les vaches. On cultive le soya à très grande surface. Déforestation. Beaucoup de déforestation. Qui implique la déforestation. Exactement. Là, on nourrit la vache en tant que telle et la vache nourrit une partie seulement de la population, donc les plus riches. Puis, la vache en tant que telle aussi... produit du méthane. Produit du méthane. Donc moi je sais pas, en fait, on n'a pas les chiffres, mais pour moi, oui, les vaches, en fait, on en parle peu. On parle souvent que du CO2, du gaz carbonique, mais le méthane est encore pire. Et on ne parle pas de ça, de l'importance de réduire sa consommation de viande, mais oui, les vaches polluent énormément. Et c'est ça, c'est que on va devoir... En fait, toute l'énergie qui est nécessaire pour alimenter une vache, elle est beaucoup plus importante que l'énergie que va apporter la vache à l'humain une fois. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'il faut réduire cette consommation-là parce que ça dévaste la production de soya, de céréales qui vont servir seulement à l'alimentation de la vache. La forêt amazonienne. Les filles, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures. Vous êtes vraiment toutes deux femmes très inspirantes. Je pense que le message est clair. Il est temps d'agir tous ensemble. Merci. Il faut se mobiliser tous ensemble pour lutter contre les changements climatiques. Le 27 septembre prochain, Earth Strike, la planète en grève, une grève mondiale pour le climat. J'espère vous y voir.